Dans les profondeurs les plus noires de l'esprit, existe une cage dont les prisonniers ne savent ni qui ils sont, ni combien ils sont. De cette cellule, la fuite est difficile. Ce sont des personnes qui souffrent du trouble de la personnalité multiple, de dépression, de suicide, de changement de personnalité ou de perte de mémoire. Durant des années, ils étaient incompris et non soignés. Encore aujourd'hui, nul ne sait pourquoi l'esprit se dérègle en plusieurs personnalités au lieu d'une, normalement. L'origine de l'arrivée de la personnalité multiple vient souvent de l'enfance, mais se développe beaucoup plus tard. Les dérèglements surviennent généralement après une expérience traumatisante. Un matin de janvier 1988, Gary, un fermier de 41 ans dans le Wisconsin, se réveille et fixe sa femme d'un œil vide. Gary s'est réveillé en regardant tout autour de lui, l'air hagard de celui qui ne sait plus où il est, ni qui il est. Cela m'a fait un terrible choc. Ce n'était pas Gary. C'était quelqu'un d'autre, un autre homme que je ne connaissais pas. La voix de Gary était plus douce, avec des intonations féminines. Sa femme, Catherine, se sentait de plus en plus effrayée. Au lieu de s'habiller avec les vêtements de Gary, cette personne est allée dans ma penderie pour prendre mes vêtements. Alors je me suis dit, il faut que je sache ce qui se passe. Et surtout, je dois éloigner Gary de la maison. Nous avons donc roulé au hasard toute la journée, n'importe où. Gary disait à Catherine qu'il n'avait aucune idée de qui elle était, ni de leurs 6 enfants. Mais il prétendait être une femme s'appelant Mary. J'ai cru que Gary était devenu fou, complètement fou. Mais ce ne pouvait être Gary. Cette personne ne connaissait pas les enfants, ne savait rien de sa vie. Un paumé, un véritable paumé. Gary passait pour un homme travailleur, aimant sa femme et ses enfants. Ce n'était plus l'homme qu'elle avait épousé 20 ans plus tôt. Quand Catherine et Gary étaient jeunes et nouveaux mariés, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, une grande famille et une petite laiterie. Des enfants, dès les premières années, étaient tout ce qu'ils avaient souhaité. Je me souviendrai toujours de nos pique-niques, de nos balades, de nos parties de foot, parce que mon père était toujours dans le coup. Mes meilleurs souvenirs sont toujours nous. Nous tous ensemble, juste dans le bonheur simple d'être en famille. Mais ce bonheur a été brisé à l'annonce du cancer du cerveau de leur fille aînée, Chrissy, âgée de 8 ans. Les docteurs lui donnaient quelques semaines à vivre. Mais Chrissy les a fait mentir en s'accrochant à la vie. Gary et Catherine passèrent tout leur temps à s'occuper de leur fille aînée. Mais les frais médicaux entraînèrent leur faillite et en 1978, ils sont obligés de louer une petite maison à Platteville dans le Wisconsin. 4 ans plus tard, Chrissy contracte une pneumonie et doit être emmenée d'urgence à l'hôpital. Toute la nuit, Gary veille devant sa porte. Au petit matin, pendant l'introduction d'un moniteur cardiaque, Chrissy fait un arrêt cardiaque. Gary a regardé impuissant sa fille mourir malgré les efforts de réanimation. C'est comme si quelqu'un vous avait enfoncé un couteau dans le cœur. Rien n'est comparable à cette douleur. C'est horrible. C'est sans doute à ce moment-là que la personnalité de Gary a commencé à vaciller. Ce fut un terrible vide dans la vie de Gary et Catherine. Catherine s'était réfugiée dans les livres, tandis que Gary semblait préparer ce changement brutal de personnalité. À l'âge de 36 ans, Gary, qui n'avait jamais été excellent à l'école car dyslexique, voulait reprendre des études de médecine. Le changement des 2 parents inquiétait leurs enfants.
Mes seuls souvenirs après la mort de Chrissy sont maman dans sa chambre et papa jamais là. Soit il cherchait du travail, soit il travaillait, soit il étudiait. La famille vécut ainsi durant 5 ans, jusqu'à l'obtention d'un diplôme universitaire pour Gary et d'un autre traumatisme qui, cette fois, le ferait basculer. Le médecin de Catherine lui annonce qu'elle était atteinte d'un cancer des ovaires, phase terminale. Il s'avère très vite que le diagnostic était une erreur. Catherine ne courait en réalité aucun danger. Mais pour Gary, c'était plus qu'il n'en pouvait supporter. La pensée qu'il aurait pu perdre aussi sa femme d'un cancer l'a brisé. C'est à ce moment-là que Gary a disjoncté. Je suis rentrée de l'hôpital exténuée. Il m'avait été annoncé que je devais mourir. Vous accusez le coup. Puis ces mêmes médecins vous annoncent que tout va bien. Je me suis senti comme anesthésié, puis je ne me souviens plus de rien. À son réveil le lendemain, Catherine trouve un étranger à côté d'elle dans son lit qui lui dit s'appeler Mary. Catherine, devenue méfiante à l'égard de tous les docteurs, ne le conduit pas chez un psychiatre. Si je n'avais pas eu des problèmes avec Chrissy et mes propres problèmes, peut-être aurais-je agi différemment. Mais à l'époque, j'avais peur des médecins. J'aurais dû foncer à l'hôpital. Après une semaine de vide total, Gary a quitté sa maison pour vivre dans le Milwaukee, trouvant un appartement et un travail et menant la vie d'une femme. Plus tard, Gary prendra une autre personnalité, celle d'un bébé, et sa maladie mystérieuse sera finalement diagnostiquée. Par un froid matin de février 1988, une famille du Wisconsin perdra son père, non à la suite d'un décès ou d'un divorce, mais à la suite d'un cas de personnalité multiple non encore diagnostiqué. Gary a quitté son domicile en disant être une femme nommée Mary. Il a déménagé dans le Milwaukee et a travaillé dans une exploitation d'équipements lourds. Tous ses nouveaux amis pensaient qu'il était une femme. C'était effectivement une forte femme, mais elle était bien coiffée, bien maquillée, les ongles faits. Elle dégageait de la douceur, de la réserve et possédait une grande féminité. Mais une petite ville comme celle que Gary avait quittée n'était pas prête à accepter cette mystérieuse transformation. Les voisins considéraient Gary comme un travesti ou un fou. Catherine a pensé trouver une aide au sein de son église catholique, mais elle a été rejetée. Les gens de mon propre groupe de prière m'ont abandonné. Devant le tabernacle, l'un d'entre eux m'a même dit « Vous feriez mieux de prier avec nous ». Et là, j'ai plutôt pensé « Oh mon Dieu ». Catherine fut forcée de vivre en recluse. Que voulez-vous que nous fassions? Comment les enfants pouvaient-ils dire à leurs voisins et amis « Mon père est parti et maintenant c'est une personne qui porte des robes ». J'ai menti à tout le monde. Gary était parti dans le Milwaukee et si quelqu'un avait voulu plus de détails, je lui aurais dit qu'il était quelque part et que je ne savais pas où. 3 mois après le départ de Gary, des chèques et de gentilles lettres demandant des nouvelles des enfants sont arrivés à la maison. Elles étaient toutes signées Mary. Jusqu'à quel point Marie se souvenait qu'elle avait une famille. Il s'adressait à moi comme à une sœur. Mais Catherine ne se doutait pas encore de ce qu'il advenait de son mari. Gary a vécu comme Mary, jusqu'à ce qu'il se sente un peu perturbé et recherche l'aide d'un psychothérapeute. Elle est arrivée à la clinique et tout de suite, j'ai vu dans son regard ce désordre intérieur qui l'animait. Cet homme, qui disait s'appeler Mary, ne comprenait pas pourquoi il avait des organes masculins. Les évaluations psychologiques ont montré qu'il avait eu des trous de mémoire énormes et qu'il ne se souvenait de rien avant son fameux réveil de ce matin auprès de sa femme Catherine.
Après ces résultats, je lui ai demandé si elle pouvait appeler un membre de sa famille pour parler avec nous, car je ne savais plus quoi faire d'autre. Mary a décidé de ne pas revoir le thérapeute, mais de rester en contact avec Catherine. Catherine, voulant maintenir la relation avec son époux, est devenue la meilleure amie de Mary. En 2 ans, Catherine a réussi à convaincre Mary de venir vivre avec elle et les enfants. Ils ont acheté une vieille ferme et quelques vaches laitières. Les enfants étaient d'accord pour appeler leur père Tante Mary, mais cette solution fut dévastatrice. Je faisais des caprices pour ne pas aller à l'école. Je disais que mon père en était la cause et que je pensais que je n'arriverais jamais à rien. Mais en réalité, si je pleurais beaucoup, c'est que je ne voulais tout simplement pas sortir de chez moi. Parce qu'à ce moment-là, les gens ont vraiment été méchants avec moi. Ils vécurent ainsi 3 années difficiles. Abandonnée par les parents et les amis, Catherine désespérait de trouver un jour une solution à son problème. Mary accepte enfin de retourner voir son psychothérapeute, Gretchen Finke. Catherine l'accompagnera. Alors Catherine a commencé à me raconter ce qui s'était vraiment passé. J'ai pensé qu'il ne s'agissait pas d'un trouble d'identité, mais de quelque chose du même genre. Ce quelque chose du même genre est devenu beaucoup plus clair ce matin où Gary, menant encore la vie d'une femme nommée Mary, s'est électrocuté en faisant des travaux à la ferme. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, j'ai vu un étranger, ce regard perdu qui cette fois encore ne me reconnaissait pas. Cet homme de 47 ans pouvait à peine parler et marcher. Gary n'était plus Mary, c'était désormais un bébé. Catherine a appelé Gretchen Finke, qui lui a conseillé de foncer à l'hôpital. Devant la peur de Catherine, Finke a bien voulu les retrouver là-bas. Je suis entrée dans la pièce et j'ai vu cette personne que je connaissais depuis maintenant 5 ans qui me regardait comme si elle ne m'avait jamais vue. C'est à ce moment-là que j'ai pensé au trouble de la personnalité multiple. Dès qu'une personne présente 2 personnalités totalement distinctes, elle peut être considérée comme possédant ce trouble psychologique. En devenant un bébé, après avoir été une femme, on savait de quoi souffrait Gary. Si c'était un soulagement pour la famille, ce n'était pas une guérison pour Gary. Ils s'occupèrent de lui comme d'un bébé. Il buvait des biberons et mangeait la nourriture des nourrissons. Puis un matin, 8 semaines plus tard, aussi mystérieusement qu'il avait disparu, Gary est revenu. Pendant 6 ans et demi, nous n'avons ni vu ni parlé à Gary. Et tout d'un coup, il s'est réveillé. Son dernier souvenir était celui de la mort de sa fille Chrissy. J'ai dit, ils ont tué Chrissy. Elle était à l'hôpital. Des internes ont voulu lui poser un simulateur cardiaque sans autorisation. C'était en pleine nuit et ils lui ont provoqué un arrêt cardiaque. Quand j'ai revu mes enfants pour la première fois, je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient si grands. Je ne les connaissais pas. Je devais apprendre à les connaître à nouveau. 2 mois après sa guérison, Gary et Catherine ont renouvelé leur promesse de mariage. Pour Gary, la découverte de son trouble de personnalité multiple le laissait plein de remords. Il se sentait coupable de tout ce temps passé loin de sa famille. J'ai l'impression d'avoir abandonné mes enfants, de ne pas avoir été près d'eux, d'avoir aussi abandonné Catherine, ma femme, que j'ai laissée seule avec toute cette peine. Mais je n'y peux rien, C'était juste un dysfonctionnement de mon corps qui se partageait en 2, 3, et que sais-je encore. Le trouble de la personnalité multiple est l'une des maladies les plus mystérieuses de l'esprit. En ce qui concerne Gary, pourquoi a-t-il vécu ces différentes personnalités? Quelles en étaient les causes? Les psychiatres expliquent ce phénomène étrange de plusieurs façons. Certaines personnes développent ce genre de personnalité alternative en réponse à un trop grand traumatisme ou à une trop importante tension. Ils appellent ce processus la dissociation.
Les gens sous tension parlent d'une sensation de vide, comme s'ils n'étaient plus eux-mêmes. Mais lors d'une tension extrêmement forte, il y a cassure dans l'esprit et ils vivent réellement ce qu'ils décrivent, mais ils n'en sont plus conscients. Ils ne peuvent plus analyser leurs émotions, comme pourrait le faire une personne qui a un esprit sain. Beaucoup restent inexpliqués au sujet de ces désordres mentaux, mais une chose est sûre, tous les cas de troubles de personnalité multiples proviennent de traumatismes de l'enfance. Pour Gary, d'après sa femme, il aurait subi des abus sexuels. Et ainsi que pour beaucoup, son trouble s'est révélé lors d'un traumatisme à l'âge adulte. L'horrible douleur de regarder sa fille mourir l'a sans doute conduit à se dissocier de son statut d'adulte. Aujourd'hui, Gary ne se souvient pas de ses 6 années comme Mary, ni de l'université, une perte de mémoire quasi totale de 11 ans. En prenant une autre personnalité, les malades fuient leur tension ou leur traumatisme et n'ont donc plus à y faire face et à les gérer. C'est comme un système d'autodéfense en cas de grand danger. Il est difficile de dire pourquoi Gary a choisi de revenir. Son psychologue explique que pour quelques raisons inconscientes, Gary s'est senti suffisamment fort pour affronter la vérité. Désormais, Gary se calme lui-même quand il se sent tendu, même si sa famille affirme qu'elle est prête à vivre avec. La partie de Mary en lui et la partie du bébé, je les aime tous les trois. Bien sûr, je préfère mon papa, mais vous savez, nous n'avons pas le choix. Nous devons l'accepter, je ne vais pas mentir. J'espère seulement que si quelque chose arrive, il ne sera pas longtemps Mary ou le bébé, parce que c'est quand même totalement irréaliste. C'est comme l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Vous ne savez jamais de quoi l'heure ou la minute suivante sera faite. Vraiment, quelquefois, vous avez une peur bleue. Maintenant, examinons le cas d'une jeune fille dont la personnalité alternative est suicidaire. Le trouble de la personnalité multiple est difficile à diagnostiquer parce que le plus souvent caché au fond de l'esprit qui lui-même lutte pendant des années contre la dépression, les tendances suicidaires, la drogue ou l'alcool. La personne mène souvent une vie tourmentée et désespérée. Quand Valérie Durkin avait 16 ans, c'était une droguée et une alcoolique. Elle a traversé l'enfance à Philadelphie entre abus sexuels et traumatisme. Valérie s'est toujours sentie en conflit avec ses demi-sœurs et sa mère, alcoolique. Nous vivions dans une ambiance terrifiante et imprévisible. La violence éclatait avec les coups et je ne savais jamais pourquoi. Qui avait tort ou raison? Était-ce ma mère ou mes sœurs? Lorsque je suis devenue adulte, mes sœurs étaient odieuses avec moi et ma mère buvait. Aussi, je me sentais assez perturbée. Je ne savais plus très bien où j'en étais ni qui j'étais. Valérie a bien essayé de se sortir de tous ces démons en assistant toutes les semaines à des discussions et des rencontres avec un psychothérapeute. Mais aucun résultat. Elle a commencé à ressentir des vides et des pertes de mémoire. Et bientôt, une autre personnalité a surgi, menaçant sa vie. Valérie se rappelle très bien avoir marché dans un petit couloir exigu et de s'être blottie dans un coin. Mais elle ne se souvient pas d'avoir englouti 60 cachets dans le cabinet médical de sa mère. Elle s'est juste sentie comme une toute petite fille. Je me sentais tellement vulnérable et blessée. J'avalais en demandant juste à Dieu de me pardonner, mais je ne pouvais faire autrement. Je ne voulais pas vraiment mourir et je ne savais même pas pourquoi j'étais dans ce cabinet médical. Sa mère l'a trouvée et lui a sauvé la vie. Valérie est rentrée chez elle. Elle a continué le collège et 2 ans d'université avant d'avoir à nouveau besoin d'aide. Cette fois-ci, elle demande elle-même son internement dans un hôpital psychiatrique de l'Arizona. Valérie est déclarée maniaco-dépressive et son traitement médicamenteux est très lourd, ce qui la met dans un état hébété et souvent dépressif. À sa sortie, elle revient avec joie à l'université. À cette période, elle était épanouie et calme.
Je me sentais bien. J'aimais cet univers de compétition, de travail, de défis et tout ce monde universitaire. Pendant toutes ces années, j'étais très heureuse. Mais vers la fin de ses études supérieures, Valérie subit un brusque changement. Son intérêt pour sa scolarité s'amenuise et elle passe ses nuits dehors. Une amie d'université voyait bien la personnalité de Valérie évoluer, mais elle a pensé que son amie était juste un peu lunatique. Nous nous perdions de vue parfois des mois ou juste quelques semaines. Mais quand je la revoyais, je ressentais toujours cette impression. Elle était différente sur de nombreux points. Elle n'avait plus la même vision des choses, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes amis, et même sa garde-robe était changée. Puis un soir, Valérie, se trouvant d'humeur enjouée, a décidé d'aller danser avec une amie. Et soudain, alors que la soirée semblait agréable, de façon totalement inexplicable, Valérie devient suicidaire. J'étais à jeun, vous savez, je n'avais rien bu. J'étais juste là dans cette boîte. J'ai regardé mon amie et lui ai dit « Je veux m'ouvrir le ventre ». Et pourtant, je ne voulais pas mourir. Elle a tout de suite pensé que nous devions aller aux urgences. Aux urgences, Valérie agissait au début comme une petite fille. Puis, sa personnalité d'adulte a émergé. Le médecin lui a demandé si on lui avait déjà dit qu'elle était atteinte de personnalités multiples. Ce à quoi Valérie a répondu non. Non, je n'ai pas plusieurs personnes au fond de moi. Elle m'a juste regardée avec gentillesse en souriant parce que je ne savais pas que ces personnalités lui avaient parlé. Après cet incident, le psychiatre de Philadelphie a diagnostiqué que Valérie souffrait du trouble de la personnalité multiple. Elle a passé les 3 années suivantes avec de lourds soins en externe. Mais vers la fin, Valérie ne se soignait même plus. De ce fait, dans l'année et demie qui suivit, son psychiatre a découvert une 50aine de personnalités alternatives. Sous hypnose, Valérie a révélé son enfance terrifiante d'abus sexuels et de culte satanique. Un après-midi, en faisant le ménage dans son appartement, Valérie a découvert un journal et des dessins qu'elle avait réalisés sous une de ses personnalités alternatives. Les écrits et les dessins torturés l'ont épouvantée. Son état empirait, elle se rendait compte qu'elle avait besoin d'une nouvelle forme de traitement. À 36 ans, Valérie entre à l'hôpital Charter de Dallas afin de trouver un traitement pour la soigner. Les médecins se concentrent alors sur ses problèmes actuels, plus que sur son passé. Au début, Valérie ne croyait pas qu'elle souffrait de troubles de la personnalité. Aussi a-t-elle demandé un suivi vidéo de sa thérapie. Ici, nous voyons une de ses personnalités relâchant toutes ses émotions profondes. Dix minutes plus tard, apparaît une petite fille apeurée. Où est mon papa? Où est mon papa? Mon nom est Valérie Durkin et je veux savoir où est mon papa. Le passage en petite fille durera 45 minutes. La découverte par son docteur de la non-vérité de son souvenir d'enfance sur le satanisme fut un moment décisif dans la thérapie de Valérie. Ses souvenirs auraient sans doute été suggérés lors de son premier passage sous hypnose. Cette révélation lui permit de se consacrer uniquement sur la seule cause de son dérèglement émotionnel, l'abus sexuel. Le cas de Valérie souligne 2 points importants. Elle a eu très tôt des problèmes sérieux dans sa vie qui ont entraîné des symptômes de la personnalité multiple. Mais il apparaît aussi que la thérapie peut parfois amplifier et augmenter les dérèglements, les rendant pires qu'ils ne le sont. Après 18 mois, les barrières entre ces personnalités multiples ont semblé s'atténuer. Ce processus, appelé intégration, peut être long et douloureux.
La guérison des troubles de la personnalité multiple est similaire à celle de l'alcoolisme. Vous devez le vouloir réellement, être vraiment motivé, et vous devez savoir que vous aurez à accomplir un travail de force. Si vous êtes bien préparé, alors vous pourrez réussir. Valérie n'a pas totalement récupéré. Elle n'est pas encore complètement elle-même. Mais ses médecins affirment que les résultats sont prometteurs. Comment est-il possible pour Valérie ou d'autres souffrant de cette même maladie de redevenir une personne normale? J'aimerais pouvoir vous dire que les chances de réintégration dans une vie normale au milieu des autres, de la communauté et de ses proches est possible. Mais c'est actuellement le plus gros problème rencontré par toutes les personnes ayant souffert du trouble de la personnalité multiple. La guérison des patients atteints de ce trouble de la personnalité dépend de la gravité du cas et du psychiatre. Pour Valérie, les diverses thérapies qui l'ont encouragée à croire de faux souvenirs s'avérèrent pires. Quand les médecins ne font pas la distinction entre le désir inconscient du patient et la réalité, la thérapie aggrave au lieu de soulager. Il est intéressant de voir que si les thérapeutes n'agissent pas pour le bien de leurs patients, leurs avocats interviennent. C'est en effet de plus en plus souvent le cas maintenant. Les patients ou les parents de ceux-ci accusent leurs médecins des suites négatives de leur thérapie. Cette pression permettra plus de rigueur dans les diagnostics et les traitements. Dans le cas de Valérie, quand elle s'est sentie sauvée et à nouveau dans le présent, elle a commencé à aller de mieux en mieux. Vous devez dire non à cette maladie. Vous devez vous obliger au calme. Vous savez, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui est un survivant d'un bouleversement complet de tout son être. Pour quelqu'un dont l'attention a toujours été en survoltage, le silence peut être très redoutable et le calme un stress de solitude. Il faut toujours doser prendre ce qu'il y a de mieux dans chaque situation. Voyons maintenant la femme qui a inspiré le livre et le film Les 3 personnalités d'Ève. Elle a vécu avec différentes personnalités pendant près de 40 ans. Chris Sizemore, femme, mère, artiste accomplie et conférencière, a souffert du trouble de la personnalité multiple pendant 45 ans. Aujourd'hui, elle est complètement guérie et son parcours est un des cas les plus fameux dans l'histoire médicale. Sa douloureuse épreuve a inspiré le livre Les 3 personnalités d'Ève et un Oscar pour le film avec l'actrice Joan Woodward en 1957. Ce film a été réalisé par son psychiatre, le docteur Corbett Thigpen, en 1953. En ce temps-là, le trouble de la personnalité multiple était peu connu. Ce passage relate la première bataille de Chris avec sa maladie mentale. Voulez-vous continuer ainsi? Non, Pourquoi non? parce que c'est pas normal d'être ainsi. L'histoire de Chris Sizemore a commencé en Caroline du Sud pendant la dépression. Enfant, elle a été le témoin d'une série d'événements tragiques. Tout d'abord, à l'âge de 2 ans, elle a vu le corps d'un noyé dans un fossé. Puis, quelques semaines plus tard, elle est le témoin d'un homme se faisant couper en 2 dans une scierie. Après ces 2 incidents, un troisième, un accident survenu à sa mère, ce qui, dira Chris ensuite, a été le déclenchement de son désordre mental. J'ai vu ma mère se couper gravement le bras et me demander d'aller chercher mon père. Sauf qu'à la place, je me suis jetée sur un lit et j'ai enfoui ma tête sous l'oreiller. Et alors j'ai vu cette autre petite fille aller chercher papa. C'est là mon premier souvenir d'avoir quitté mon corps pour le laisser à quelqu'un d'autre. À partir de là, les différentes personnalités de Chris prendraient le contrôle de sa vie, chacune avec un rôle distinct. Les extrêmes émotionnels semblent se transformer en un personnage créé de toutes pièces. Ces personnes individuelles paraissent acquérir des noms et des identités et finissent par être reconnues par les autres comme des individus réels. Cet arrangement a commencé tôt dans l'enfance de Chris, quand ces personnalités se sont manifestées elles-mêmes par groupe de 3, une gentille petite fille, une méchante et une indifférente. En 1940, ce trouble n'était pas connu du tout.
La famille et les amis ont juste pensé que ces problèmes venaient seulement d'une légère tendance au mensonge et à l'exagération. Chris était mis à l'écart par ceux de son âge et les adolescents. Elle a quitté le collège en classe de 10e élémentaire parce que beaucoup de ses personnalités alternatives ont détesté l'école. Entre-temps, elle avait eu 21 ans et était devenue une femme et une mère. D'autres signes de sa maladie apparaissent bien vite après son mariage. Elle devenait dangereuse, non pour elle-même, mais pour sa petite fille, Taffy. Ce sont des situations nouvelles de stress qui ont fait naître ses autres personnalités. Un jour, Taffy, alors âgée de 4 ans, s'est mise à crier. Chris a pris la corde d'un store et a essayé d'étrangler sa fille. Son mari est intervenu. Chris était désorientée et a juré qu'elle n'avait pas le moindre souvenir de ce qui s'était passé. Ces événements ont convaincu Chris d'entrer à l'hôpital d'Augusta en Géorgie, où le docteur Corbett Tickpen a très vite conclu qu'elle possédait 3 personnalités. Il les a appelées Eve White, Eve Black et Jane. Eve White était l'épouse et la mère. Elle était extrêmement puritaine, tout l'opposé de Eve Black, qui, elle, aimait chanter, danser, boire et prendre du bon temps. Puis Jane est arrivée, plus mûre, plus intellectuelle que les 2 autres. Après seulement 3 ans de thérapie, ces 3 personnalités ont mué en une seule. Son médecin pensait qu'elle était guérie. Entre-temps, Chris avait divorcé et s'était remariée, et elle avait déménagé dans le Tennessee. Son cas fut un sujet d'étude pendant 3 ans, et en 1957, le docteur Tickpen fait de ses recherches un best-seller qui devint le film « Les 3 personnalités d'Ève ». Bien que le film ait attiré l'attention du public sur cette maladie de la personnalité multiple, Chris n'en a jamais eu les retombées financières et resta toujours anonyme. Hollywood nous montre un film qui finit bien, mais la maladie de Chris, au contraire, s'est développée. De nouvelles personnalités alternatives sont apparues, contraignant Chris à suivre une autre thérapie et sa famille à s'adapter à chacune d'elles. Je reconnaissais chaque personnalité de ma mère, et elles étaient toutes ma mère. La dame pourpre était ma préférée, sans doute parce qu'elle se montrait très maternelle, et elle prenait soin de moi. Et puis, il y avait la fille aux fraises. C'était une femme stupide, arrogante, dure, cruelle et impolie. Pour elle, je n'existais pas. Pour beaucoup, les troubles de la personnalité multiple ne se manifestent pas seulement dans les vêtements et les manières, mais aussi par des différences psychologiques. Au fil des années, la famille de Chris l'a entouré et soutenu. Très vite, nous avons voulu vivre comme une famille normale et aider notre mère. Nous essayons de passer par-dessus, de tout faire pour atténuer et diminuer ces crises, mais il nous était difficile d'imaginer que cela pourrait un jour se terminer. Mais en 1974, après plus de 20 ans de thérapie, Chris a une rémission. Il lui semble qu'elle peut enfin contrôler sa vie. C'est arrivé d'un seul coup. Voilà ce que vous devez faire. Être une personne responsable qui ne passe pas d'un personnage à l'autre. Je le désirais tellement. Quelqu'un de semblable à ce que doivent être tous les gens. Pour vraiment se retrouver, il lui a fallu subir des tests multiples sur la mémoire. Un beau jour, l'esprit de Chris s'est retrouvé à sa place. Elle se sentait guérie. Je me sentais comme dans un rêve. Tout s'intégrait, tout reprenait sa place, comme si je revenais à la vie. Pour la famille aussi, cette guérison apporta des changements. Pendant quelques mois, on a eu l'impression de vivre sur une autre planète, d'intégrer le fait que nous ayons une mère normale. Je ne sentais pas que c'était mes enfants. Je savais bien qu'ils étaient, bien sûr, mais ces sentiments d'amour, d'attention, d'instinct maternel n'existaient pas chez moi. Je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Chris Sizemore n'a vécu que près de 25 ans dans la peau d'une personne normale. Je sais que je suis un condensé de 22 personnalités différentes, mais je suis plus que cela aujourd'hui. J'ai atteint ma vraie personnalité durant ces 25 dernières années. Les psychiatres disent bien que le plus difficile à gérer dans une guérison
et ce passage de toutes ces personnalités en une seule. Quelle fut l'épreuve de Chris Sizemore? Le point commun de toutes les guérisons est cette sensation de perte et de tristesse, comme lorsque vous perdez un ami. Pour bon nombre de malades atteints de personnalités multiples, l'intégration devient une sorte de deuil. Ils doivent combattre la perte d'eux-mêmes. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune assurance sur la non-réapparition de ces troubles. En fait, nous ne savons pas ce qui se passe quand un patient guérit. A-t-il vraiment récupéré de ses personnalités multiples ou a-t-il encore plus de traumatismes? On imagine qu'il est plus à même de dissocier ces différentes personnalités à force de les connaître. Ou alors, toutes les thérapies subies l'ont aidé à se sentir fort et combatif. Le taux de succès de guérison des personnalités multiples est en hausse, mais au regard de l'histoire de Chris Sizemore, l'intégration peut être très longue. J'ai mené un combat très dur pendant des années pour guérir, mais je le ferai encore s'il le fallait. Car voyez-vous, j'ai maintenant une vie formidable, une vraie paix que sans doute peu de gens connaissent. Le trouble de la personnalité multiple a été révélé au grand public par le film Les trois personnalités d'Ève. Mais c'est en 1973, grâce au livre Sibylle, que les gens prennent vraiment conscience du traumatisme laissé par les abus sexuels de l'enfance. Sibylle serait le pseudonyme d'un étudiant en art de l'Université de Columbia à New York. L'auteur, Flora Rheta Schreiber, raconte la vie d'une femme qui, ayant subi dans son enfance des préjudices sexuels, éclate en 16 personnalités. D'après le livre, Sibylle serait la survivante d'une vie effroyable peuplée de passages à vide brutaux et terrifiants. En 1976, une mini-série télévisée tirée du livre est apparue. Elle a beaucoup contribué à faire connaître ces troubles de la personnalité multiple, jusqu'alors peu connus. 25 ans plus tard, au printemps 1998, un autre cas est apparu dans les médias. Peter Swales, un historien en psychanalyse, et son collègue, Michael Borch-Jacobsen, un professeur de littérature à l'Université de Washington, découvraient que l'inspiratrice du fameux livre et de la série télévisée était une artiste nommée Shirley Ardell Mason. Shirley Mason ne ressemblait pas à la Sibylle du livre. En fait, elle s'avérait beaucoup plus intéressante, plus complexe, à la parole puissante, un être plus profond aussi. Après ces révélations, quelques toiles de Mason furent exposées dans une galerie à New York. Pour Swales, ce talent inexploité a renforcé sa recherche et l'a convaincu que la Sibylle du roman était fictive. D'après lui, Shirley Mason n'aurait jamais souffert de personnalités multiples. Les 16 personnalités qu'elle était censée posséder auraient été encouragées par son thérapeute, le docteur Cornelia Wilbur. Il était évident que Shirley ne souffrait du trouble de personnalité multiple que dans un cadre psychothérapeutique. Tous ceux connaissant Shirley ne l'avaient jamais vue dans une autre personnalité. D'autre part, elle aimait énormément correspondre avec de nombreuses personnes. Eh bien, figurez-vous que durant ces 11 années de psychanalyse, elle écrivait d'une manière très cohérente et claire et elle signait chacune de ses lettres par Shirley. Mais bien avant que Sibylle ait commencé à être connue, elle avait beaucoup de doutes, se demandant si elle souffrait réellement de ce trouble. Le docteur Herbert Spiegel, psychiatre, soignait Sibylle quand son thérapeute habituel, Cornelia Wilbur, partait en vacances. Il affirme en 1997 qu'elle ne souffre pas de personnalité multiple. Elle réagit seulement violemment sous hypnose et a les nerfs fragiles. D'après lui, les différentes personnalités de la Sibylle du livre auraient été suggérées par une partie de la thérapie du docteur Wilbur. Elle me disait « Serais-je Hélène ?» Ce à quoi je répondais « Pourquoi le pensez-vous ?» Elle me répondait que lorsqu'elle se trouvait avec le docteur Wilbur, il lui semblait que c'était ce qu'elle attendait de Shirley, qu'elle soit Hélène. Je lui disais qu'elle n'avait pas à faire cela. Elle rétorquait « Bien, puisque je ne peux pas le faire, alors je ne le veux pas. » Puis elle ajoutait « Mais est-ce que c'est bien de faire cela sans être Hélène ?»« Oui, lui ai-je dit immédiatement. »
Spiegel a voulu provoquer une rencontre entre l'auteur de Sibylle, Flora Aretha Schreiber, et son co-auteur, la thérapeute de Mason, Cornelia Wilbur. Mais elles ont décliné l'offre. Lorsque j'ai affirmé que Shirley ne souffrait pas de la personnalité multiple, Schreiber s'est opposée. Elle disait « Mais si vous remettez en cause le fait que mon héroïne soit atteinte de cette maladie, la série ou même le livre ne se vendra plus. Mon éditeur veut qu'il en soit ainsi. » Je lui ai répondu « Ne croyez-vous pas que c'est une raison odieuse ?» Peut-être Mason ne développait pas les troubles de la personnalité multiple, mais elle a pris des particularités cliniques en suivant la thérapie de son médecin, le docteur Wilbur. Les chercheurs pensent que dans certains processus de la psychanalyse, un leurre mutuel peut se développer entre le patient et son médecin. La mort de Shirley Mason, du docteur Wilbur et de Schreiber empêcha la découverte de la vérité jusqu'à ce que les archives de Wilbur furent trouvées dans les années 2000. Il ne faisait aucun doute que Mason souffrait de sérieux problèmes émotionnels. Mais jusqu'à quel point? Ses personnalités multiples venaient-elles vraiment de sa thérapie? Elle aurait pu faire semblant d'être malade juste pour plaire au docteur Wilbur ou prétendre ne pas l'être alors qu'elle l'était, pour plaire cette fois au docteur Spiegel. Mais nous ne possédons pas suffisamment de preuves pour affirmer quoi que ce soit. Selon le docteur Ross, les tentatives pour essayer à tout prix de trouver des troubles de la personnalité multiple nuisent aux meilleurs intérêts du patient. L'important est de sortir de l'esprit du malade, qu'il souffre de personnalités multiples par l'analyse de ses personnalités multiples, d'insister et de le convaincre que la personnalité multiple ne sera jamais la réalité. Le désordre émotionnel est toujours créé par l'esprit dans un but précis. La thérapie doit le découvrir et ainsi aider le patient à vivre mieux et plus normalement. En 1980, les troubles de la personnalité multiple seront reconnus comme une maladie réelle par l'Association américaine en psychiatrie. Mais combien de personnes en souffrent-elles? Les experts affirment que depuis la publication de Sibylle en 1973, au moins 40 000 cas ont été recensés, presque tous en Amérique du Nord. Ayant réussi à vaincre leurs démons intérieurs, Shirley Mason et Chris Sizemore vécurent tout à fait normalement. Pour Gary et Valérie, ils sont sur le chemin de la guérison. Beaucoup de traumatismes se forment aux âges extrêmement vulnérables, mais un mystère reste entier. Pourquoi certains enfants victimes d'abus sexuels développent-ils des personnalités multiples et d'autres pas? D'une façon ou d'une autre, je ne sais combien d'enfants sont victimes chaque année de traumatismes. De manière épisodique ou répétitive, mais tous ne souffrent pas ensuite de ces troubles de personnalité multiples, la plupart d'entre eux d'ailleurs. Alors, pourquoi ce petit nombre? Nous ne savons pas. Pascal a écrit un jour « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». La réponse est toujours « Nous ne savons pas ».